Ah ben oui, c'est pas très... Ça c'est pour le progrès. Il faut avancer un peu. Peut-être. Là, les trois canaux marchent. Bon, là, je fais spectroscopie. Non, faut l'avancer. Bon, c'est bon. Voilà. Alors, voilà. Alors, le reste, là, j'ai mis en noir, mais le reste est en blanc. Hein. Voilà. On peut donc, je dis, c'est des objets, certainement des objets les plus étranges de l'univers. Un trou noir est un corps massif et compact, exerçant une telle force gravitationnelle à sa surface que même la lumière ne peut s'en échapper. Bon. Alors, on peut expliquer les trous noirs de deux façons différentes, en utilisant la théorie de la gravitation de Newton et la théorie de la relativité d'Einstein. Voilà. Alors, on va commencer par la théorie de Newton. Hein. Voilà, les corps s'attirent d'autant plus qu'ils ont une forte masse et d'autant moins qu'ils sont plus éloignés l'un de l'autre. Donc voilà, en fonction, les corps s'attirent en raison directe de leur masse et en raison inverse du carré de leur distance. Voilà. Bon, alors je veux dire honnêtement que j'avais cette conférence où j'aurais dû supprimer des trucs, mais je l'avais préparée pour des gens qui n'avaient pas le même niveau que vous, et puis j'ai pas pensé à supprimer tout ce qui était un peu primitif, mais tant pis. Voilà. Bon, alors voilà l'image de Newton, c'est les petits chromos, je trouve ça rigolo, voilà. Bon, elles sont en ressemblantes, mais ça n'a pas d'importance. Voilà. Alors, on sait qu'on peut échapper, donc on est attaché sur la Terre, hein, et la Terre est attachée à nous, on attire la Terre aussi, mais enfin bon, pas trop. Voilà. Alors on peut échapper à la gravité si on part de la Terre à une vitesse suffisante, qu'ils appellent la vitesse de libération. Et évidemment, plus on est, plus la planète sur laquelle on est, ou l'objet sur lequel on est, sera massif, plus on aura du mal à s'en arracher. Hein. C'est pour ça que généralement les centres de lancement des fusées sont près de l'équateur. Parce que, à cause de la vitesse, la force de centrifuge, eh bien, la gravité est moindre. Voilà, donc c'est plus facile que de les lancer depuis ces endroits-là. Voilà, ils sont lancés donc avec une vitesse supérieure à la vitesse de libération, puis en plus, il faut dire qu'il vaut mieux pas que ça gêne trop. Là, ça aussi, mais enfin, en fait, c'est vraiment cette raison-là. Alors, la Lune est moins massive que la Terre, les engins spatiaux qui partent de la Lune échappent à la gravitation de la Lune avec une vitesse plus petite que celle qui est nécessaire pour échapper à la gravitation terrestre. Vous savez on trouve sur Terre des météorites qu'on pense qui proviennent de Mars et d'autres qu'on pense qui proviennent de la Lune, parce qu'on pense que c'est possible, parce que ce sont des objets, des astres qui ne sont pas très massifs, et par conséquent, les objets peuvent éventuellement s'en échapper. Voilà, donc là, peut-être 40 000 km/h ou 12 km à la seconde, et voilà, vous n'êtes plus soumis à la gravité. Bon, alors, quand un corps a la densité très très forte, la densité également, la surface, la gravité sera également très forte, et si on imagine un corps dont la densité sera tellement forte que la vitesse de libération est supérieure à la vitesse de la lumière. Alors, on sait que on ne peut pas avoir des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière, en tout cas, ça veut dire aussi que la lumière ne s'en sortira pas. Hein. Rien ne s'échappera de ce corps, et en particulier pas la lumière. Et ça, on n'a même pas besoin de dire qu'aucun corps peut être supérieur. On sait que la lumière, ça n'échappera pas, puisque la vitesse de libération est plus grande que la vitesse de la lumière. Voilà. Donc rien ne s'échappe, c'est un trou noir. Alors ça, c'est la première définition du trou noir, qui avait été prévue, oh là, c'est pas les trous noirs, c'est les trous noirs, pardon, par Pierre Cédric Laplace. Alors il dit un astre lumineux de la même densité que la Terre et dont le diamètre serait 250 fois plus grand que le Soleil ne permettrait, en vertu de son attraction, à aucun de ces rayons de parvenir jusqu'à nous. Il est dès lors possible que les plus grands corps lumineux de l'univers puissent par cette cause être invisibles. Alors, Laplace a exposé ça devant l'Académie, et puis ça n'a pas été très bien accepté. Enfin bon, voilà. Donc il a même des éditions, il a dû mettre dans les premières éditions de son livre, après il l'a retiré, l'idée tombe dans l'oubli. Mais il y a aussi un Anglais qui avait parlé de ça avant aussi, hein, qui avait étudié les cas justement où la lumière pouvait, pour des raisons de gravitation très fortes, ne pas sortir. Voilà, alors voilà encore une autre image, petit chromo de chocolat, voilà, du 19e siècle hein, quand même. Merci de la place. Alors, il y a maintenant une autre façon d'expliquer le trou noir. Hein, on utilise la théorie de la relativité d'Einstein. Alors, c'est la théorie de la relativité généralisée.
Donc, d'une façon générale, on sait, les rayons lumineux se propagent en trou noir, en ligne droite, pardon, en première approximation. Dans les cas, bon, ça a toujours été vrai, mais, ah oui, je n'ai pas mis les dates d'Einstein, mais ça ne fait rien, a posé le principe qu'une masse importante courbe la géométrie de l'espace dans son voisinage. C'est-à-dire que si un rayon lumineux passe au voisinage d'une forte masse, il sera dévié. Alors, il a vérifié, enfin, bon, c'est un petit peu contesté, mais je ne crois pas, bon, au cours d'une éclipse de soleil, il a vérifié que la lumière qui vient d'une étoile qui est située derrière, donc au cours d'une éclipse de soleil, vous voyez les étoiles, puisque l'éclipse totale, le soleil est caché. Donc il fait nuit, donc vous voyez les étoiles, et les rayons qui vous parviennent des étoiles qui sont près du soleil, les rayons lumineux vont tangenter le soleil, enfin passer près du soleil, et à ce moment-là, l'espace sera déformé. C'est vraiment une déformation de l'espace. Alors depuis, bon, on a montré que cette théorie a montré que la théorie est juste. Alors voilà, Einstein, on a les dates. Alors quand il a fait, bon ça c'est genre comme ça qu'on représente Einstein quand il était très célèbre, etc. Mais quand il a fait la théorie de la gravitation, il n'avait pas cette tête-là, il était beaucoup, beaucoup plus jeune. Bon, alors donc, les masses déforment et façonnent l'espace. L'espace peut être considéré comme l'expression de la distribution des masses. Voilà, alors on peut prendre l'exemple d'un tissu élastique, évidemment c'est une comparaison, bon, il faut extrapoler puis passer à des choses beaucoup plus abstraites. Hein. Donc à proximité d'une petite bille, la déformation est très faible. Bon, on prend un tissu, vous tendez un drap, et si vous mettez une bille un petit peu, mais si vous mettez une bouche de pétanque, il sera davantage déformé. Voilà. Alors, voilà. Pardon. Alors oui, ça c'est... Bon, je ne vais pas vérifier, c'est pas moi qui ai dû faire ce truc. Voilà. Ici, on a, donc, quand il n'y a pas de masse, l'espace est plat, et quand il y a une masse, la courbure de l'espace est déformée. Alors, ça veut dire que, comme évidemment dans l'univers, vous avez énormément de masses d'objets qui sont très massifs, donc les rayons qui parviennent d'objets peuvent, en passant au voisinage d'objets très massifs, être déformés. Et alors vous avez plusieurs phénomènes qui peuvent se produire. Vous avez des phénomènes de mirage gravitationnel, vous avez des phénomènes de lentilles gravitationnelles, suivant que les objets sont ponctuels ou au contraire étendus dans l'espace. Alors ici vous avez un phénomène de ce qu'on appelle un arc gravitationnel. Alors l'amas de galaxies, vous avez donc un amas de galaxies ici qui a une certaine masse, hein, et voilà, et derrière, voilà, ça c'est un amas de galaxies qui se trouve donc à 5 milliards d'années-lumière. Bon, vous voyez, 5 milliards d'années-lumière, c'est quand même pas mal, hein. 10 milliards d'années-lumière l'amas derrière, sachant que l'univers a, bon, presque, c'est très proche de la naissance de l'univers, voilà. Et on voit l'image de la galaxie qui est derrière est complètement déformée par la courbure de l'espace qui est due à cet amas de galaxies qui évidemment représente une masse absolument énorme, et ça veut dire les rayons qui arrivent, hein, ils sont déformés, et là on voit qu'il y a donc un arc gravitationnel, et vous avez aussi des objets, j'aurais pu vous montrer là, des objets qui sont, on voit qu'on a plusieurs fois le même objet, la croix d'Einstein c'est ça, il y a plusieurs fois le même objet parce que par des effets, comme avec une loupe, vous pouvez voir 2 fois la même chose, etc., enfin des instruments d'optique, eh bien le rayon lumineux arrive par des chemins un peu compliqués et vous pouvez très bien avoir 2 fois la même image ou 3 fois la même image de l'objet. Voilà, il y a des mirages gravitationnels, des choses comme ça. Alors ça c'est très joli, un très bel exemple. Voilà, donc ça veut dire que la théorie d'Einstein se vérifie. Alors évidemment, ça ne peut se vérifier que dans l'astronomie parce que c'est seulement là qu'il y a des distances suffisantes et les masses suffisantes. Hein. Voilà. Alors voilà le schéma voilà, au voisinage d'un trou noir. Alors voilà ce qui se passe. Donc au voisinage d'un trou noir, la flèche, les flèches arrivent. Bon, donc la lumière arrive, évidemment, ça se fait pas tout seul, ça se fait pas sans voilà. Bon, ça voilà, je dis, si on imagine maintenant une masse tellement forte, tellement concentrée, qu'on dans une courbure d'espace telle que la déviation revient sur elle-même,
Hein, en ce cas, la lumière ne peut sortir et c'est un trou noir. Voilà. Alors ce qu'on avait avant, c'était pas, dans l'image que je vous ai montrée avant, voilà, ça c'était pas un trou noir, c'était démontrer comment l'espace peut être courbé et comment les rayons lumineux, les rayons lumineux peuvent être, la trajectoire des rayons lumineux peut être déformée avant d'arriver jusqu'à nous. Voilà. Alors si maintenant, si c'est une masse tellement forte qui change, qui déforme tellement l'espace, à ce moment-là, ça peut revenir. Les rayons lumineux peuvent revenir, se replier sur eux-mêmes, bon, et à ce moment-là, ça ne ressortira jamais. Hein, voilà. Alors c'est un trou noir. Donc la distance du centre au bord du trou noir, qu'on appelle l'horizon du trou noir, est définie comme la Schwarzschild, d'après l'astronome allemand Karl Schwarzschild, et qui est donnée par voilà, cette formule-là, R, S est donné, donc rayon de Schwarzschild, c'est 2 GM sur C2, donc G, la constante de la gravitation, M, la masse du trou noir, et C2, la vitesse de la lumière au carré. Voilà. Alors voilà Karl Schwarzschild, qui est mort extrêmement jeune, qui a porté, il est mort jeune, il a été sur le front russe à la guerre de 14, c'était pas un allemand, et c'était pas un gage de longue vie, il est mort avec, il a attrapé une infection. Bon. Donc, mais enfin, il a fait énormément de choses pour l'astronomie. Bon, alors voilà. Alors, pour que la Terre soit un trou noir, il faudrait qu'elle soit confinée dans un volume de rayon 9 mm. Alors, on a très bien, on a calculé des différents trous noirs. On peut imaginer, il y a des trous noirs géants, il y a des trous noirs, des micro-trous noirs. En particulier, à un moment, les trous noirs étaient assez à la mode. Et il y avait une chose qu'on n'avait pas réussi à expliquer en astronomie. Et à chaque fois, moi j'ai vu du Stockholm, j'ai quand même longtemps fait de l'astronomie, et on peut voir quelle était la théorie à la mode à ce moment-là, parce que c'était un énorme une météorite qui était tombée en Sibérie en 1912, c'est ça, hein. Et on n'avait pas retrouvé de reste, etc. Donc on se demandait, et on avait imaginé des théories assez très imaginatives, pour savoir qu'à un moment, on s'est dit, c'est peut-être un micro-trou noir qui est arrivé là, il faudrait chercher, voir si il n'y a pas eu, dans les bateaux qui étaient dans l'océan Pacifique de l'autre côté, la trace de quelque chose de très bizarre qui soit passé dans l'océan, le moment où le trou noir, après avoir traversé la Terre, serait ressorti. Voilà, je crois que maintenant on l'explique de façon un petit peu plus simple. Donc il existe donc des trous noirs correspondant à différentes masses, voilà. Un objet à la masse du Soleil, si le Soleil était compressé à 2,5 km de rayon, eh ben, ce sera un trou noir, et la Terre, donc je dis 9 mm. Voilà. Alors, on peut noter qu'à une distance de 1,5 fois le rayon de Schwarzschild, c'est-à-dire que la lumière n'est pas dans le trou noir, mais elle est à une fois, enfin un petit peu, une fois et demi le rayon du centre du trou noir, et à ce moment-là, il y a une orbite circulaire, ce qui doit être assez rigolo à voir, mais enfin, on ne peut pas. C'est assez difficile à imaginer en fait. Voilà. Alors, par définition, on ne peut pas observer un trou noir, hein, par définition. Mais, bon voilà, la nature a beaucoup d'imagination, et ce qu'on n'observe pas le trou noir, ce qu'on observe, c'est l'influence que le trou noir a sur son environnement. Hein. Alors, on peut détecter un trou noir par l'influence qu'il exerce sur son environnement. Et alors voilà, maintenant, la théorie du trou noir était... Il y a eu des moments où elle était plus ou moins contestée, plus ou moins, etc. Mais il y a quand même des objets pour lesquels la théorie du trou noir, actuellement, n'est pas contestée. Parce que, quelquefois, il y a quelqu'un qui dit, bon, j'explique ça par cette théorie, et puis d'autres qui disent, oh, ben non, c'est peut-être pas ça, c'est un peu hardi comme interprétation, etc. Alors voilà, le premier, comment détecter un trou noir? Alors je fais un petit intermède, les rayons X en astronomie. Bon, les astres rayonnent dans toutes les longueurs d'onde, alors évidemment plus ou moins suivant les astres, et plus ou moins il y en a qui rayonnent en bleu, d'autres qui rayonnent en rouge, etc. Bon, puis il y en a qui rayonnent en rayons X. Bon, alors les astres rayonnent dans toutes les longueurs d'onde, et seules les ondes visibles du proche infrarouge, donc sont observables depuis la Terre, et les autres sont arrêtés par l'atmosphère terrestre, qui, en ce qui concerne l'ultraviolet et les rayons X, c'est quand même une assez bonne idée. On aurait quelques problèmes pour vivre. Hein. Bon, les astres les plus chauds émettent dans le domaine des plus courtes longueurs d'onde, les plus froids émettent dans les grandes longueurs d'onde. Voilà, les étoiles chaudes sont bleues, longueurs d'onde, et les étoiles froides sont rouges. Hein.
Alors c'est ça, faut noter pour les longueurs d'onde dans le visible que c'est l'inverse de ce qu'on appelle nous les couleurs froides et les couleurs chaudes. Hein, le rouge et l'orange correspondent à des astres froids, et le bleu et le vert correspondent à des astres chauds, ce qui est le contraire, et donc des artistes et des plombiers. Alors c'est comme ça parce que, bah oui, les robinets de votre salle de bain, bah oui, si vous voulez prendre un peu d'eau fraîche, je sais pas, bon, dans le limonade, évidemment, pas de whisky, sûrement pas, il n'y a pas de whisky, c'est pas sérieux. Voilà, si vous trouvez de l'eau bouillante, c'est moyen, quoi. Voilà, donc, oui, alors la raison c'est que dans le rouge, le bleu et le vert, sur Terre, ça correspond plutôt à l'eau, qui donne à l'eau, la glace, etc., qui donne une impression de froid, alors que le rouge, le jaune correspond au soleil, correspond au feu, qui donne une impression de chaleur. Évidemment, c'est pas simplement une impression. Voilà, donc c'est à cause de ça, mais en fait, du point de vue physique, quand vous dites que vous chauffez un fer à blanc, hein, on comprend bien que si on chauffe un fer à blanc, il sera plus chaud que si on chauffe simplement au rouge. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué parce que c'est contraire à nos habitudes, c'est contraire à notre intuition, mais la physique c'est ça, hein, pas. Quelquefois c'est comme ça. Voilà. Bon, alors, donc pour observer des rayons X, il faut aller au-dessus de l'atmosphère parce que, voilà, alors ça c'est un graphique que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Voilà, donc ici vous avez ce qui est visible, voilà, il aurait pu mettre la lumière visible en face ici, voilà, puis en plus c'est il aurait pu mettre en face, donc la lumière visible que vous avez là, bon, observez avec les télescopes. Oui, je n'ai pas fait attention, la gravure est assez mauvaise parce que ça n'arrive pas. Le truc observe dans l'ultraviolet, ce qui est TG. Bon, voilà. Bon, je suis désolé, la prochaine fois je tâcherai de trouver un dessin plus précis. Voilà. Et puis c'est pareil pour le radiotélescope, comment ils ont se débrouillé pour une image aussi stupide. Et surtout, moi j'ai été stupide de l'apprendre. Voilà. Bon, donc ici, alors on a les grandes longueurs d'onde sont par là, les courtes longueurs d'onde sont là, hein, et plus vous avez les courtes longueurs d'onde, plus c'est énergétique. Voilà, ben, parce que là, il n'y a pas tout le détail, enfin, bon là, on pourrait mettre ici un télescope, voilà. Et là, c'est les bandes, vous voyez ici, vous avez les bandes, il y a les bandes d'absorption de la vapeur d'eau, etc., dans l'atmosphère. Alors il y a des fenêtres dans l'infrarouge par lesquelles on peut observer depuis la Terre. Mais vous voyez, on ne peut pas observer dans tous les endroits. Là, on peut observer, mais ailleurs, on ne peut pas observer. Donc c'est vraiment les gens qui observent dans l'infrarouge, moi, l'infrarouge lointain, non. Mais l'infrarouge proche, c'est vraiment très très ciblé. Hein. Enfin, on peut quand même observer depuis le sol, ce qui permet quand même d'avoir des instruments plus grands. Voilà. Bon, alors, les rayons X correspondent à très courte longueur d'onde, donc très grandes énergies, en vertu de la formule de Planck. Hein, l'énergie E d'un photon, E égale H nu, hein, donc ça fait AC sur lambda, lambda est la fréquence. Voilà. Bon, alors, le domaine des longueurs d'onde va de 10 puissance moins 1000 mètres à 11 mètres, ce qui implique alors, 50 à 5000 fois plus énergétique que le rayonnement visible. Bon, évidemment, vous ne voulez pas. Alors, pour l'observation des rayons X, les miroirs et lentilles sont inutilisables, car la distance moyenne entre les atomes est beaucoup plus grande la longueur d'onde des rayons X. Voilà, donc les rayons X passent à travers les miroirs. Vous savez qu'on avait aussi. Qu'est-ce que. Là, je suis désolé, là, il y a un truc, il y a une erreur, là, je ne sais pas très bien. C'est vrai. Voilà, on laisse. Voilà, oui, ça doit être A, mais bon. Voilà, vous savez, quand on avait regardé fait la radioastronomie, on avait dit qu'en radioastronomie, un grillage est un miroir. Hein. Les rayons optiques passent à travers, alors on ne va pas dans celle, le grillage c'était un grillage avec des points de 1 cm. 1 cm, des petits carrés d'1 cm. La lumière passe à travers, mais les ondes radio qui sont très grandes, qui ont très grande longueur d'onde, ne passent pas à travers. Bon, alors là, c'est pareil, mais sauf que là, c'est des très petites longueurs d'onde, donc ça passe à travers les atomes voilà. Donc, pour éviter ça, voilà, quand on arrive en incidence rasante, voilà, on peut ici, vous voyez que, si vous voyez comme ça, là, évidemment, ça sera beaucoup plus petit. Ça fera comme si c'était cette distance-là. Hein. Donc, quand le rayon arrive en incidence rasante, hein, à travers les atomes, il aura l'impression que les atomes sont beaucoup plus rapprochés. Hein, et ça fera cette distance-ci. Alors évidemment, si c'est encore plus incliné, ça sera encore plus étroit. Donc à ce moment-là, ça reflètera. Donc les engins spatiaux à rayons X
qui sont destinés à observer les rayons X, des astres, le rayonnement X des astres, ont des constructions tout à fait spéciales, hein, qui sont vraiment adaptées à ce genre de rayonnement, à l'observation de ce genre de rayonnement, et utilisent la technique des bidons en face. Maintenant, il y a peut-être d'autres techniques hein, aussi. Bon, ça, je vous connais. Voilà. Bon, alors, voilà, il y a des gaz avec des températures de millions de Kelvin. Bon, mais quand il y a des millions de Kelvin, c'est l'équivalent de degrés Celsius. Hein. Voilà, Kelvin, c'est ce qu'on appelait autrefois la température absolue. Alors, le premier trou noir identifié, alors là je vais vous parler des trous noirs qui existent, qui sont maintenant pratiquement sûrs. Voilà, alors Sinus X1, donc c'est une source de rayonnement X qui se trouve dans la constellation du Cygne. Alors, on avait envoyé déjà des fusées, hein, avant d'envoyer des satellites pour des satellites et des engins spatiaux qui duraient longtemps. On a tout de suite essayé depuis très longtemps, on a essayé d'aller au-dessus de l'atmosphère. Alors il y a eu des observations en ballon autrefois, et puis il y a eu aussi, on a envoyé aussi, dès qu'on a pu envoyer des fusées. Voilà, donc ça, rayonnement X, une source de rayonnement X, première source de rayonnement X détectée dans la constellation du Cygne, voilà, Sinus X1. Bon, alors, après, et l'observer, évidemment, c'était très intéressant. Donc, dès qu'on a fait, ça c'est un satellite en rayon X, dès qu'on a fait envoyer des satellites en rayon X, bon, on a essayé d'observer cette source, on savait qu'il y aurait des rayons X, et que ça serait très intéressant. Voilà, on va la constellation du Cygne. Et alors, voilà, on a identifié une étoile supergéante bleue, HD, ça veut dire Henri Draper catalogue, hein, et donc 226 868, alors ça doit être dans le supplément d'Henri Draper, là, à ce moment-là, mais à peu près. Oui, c'est vraiment dans les dernières étoiles de Henri Draper. C'est très utile. Hein. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Voilà. La masse est d'environ 25 masses solaires. C'est une étoile très massive. Hein. Alors l'étude de l'effet Doppler du spectre, de l'hypergéante bleue, donc indique une variation régulière de période de 6 jours. Elle est en orbite autour d'un compagnon invisible qui est la source X. Alors, à partir de cette période avec des mesures spectrales du compagnon, on obtient un total d'environ 35 masses solaires pour l'ensemble du système. Voilà. Donc, le compagnon invisible est d'environ 8 à 10 masses solaires. À la fin, on a précisé que c'est 8,7 masses solaires. Bon, alors, on sait que... Comment on le sait que c'est une étoile? Alors, on pense que c'est expliqué par... attendez. Où est-ce que j'ai expliqué ça? Bon, ça fait rien. Voilà. C'est expliqué que c'est une étoile double. Hein, les deux composantes, il y a un système double. Et il se passe qu'il y en a une qui était une étoile extrêmement massive et qui a donc évolué extrêmement vite. Et alors, on explique une étoile extrêmement massive une fois qu'elle explose à la fin de sa vie. Alors, ça va très vite, ça dure simplement quelques millions d'années. Elle explose en supernova, et puis après différentes choses. Bon, et on peut, à la fin, si elle est vraiment très massive, on peut avoir un trou noir. Alors là, on a donc une étude supergéante bleue et un trou noir. Il se trouve qu'à certains moments, les deux étoiles, donc c'est une étoile double, c'était une étoile double, et les deux composantes ne décrivent pas un cercle, et donc, mais une ellipse, et donc sont plus ou moins proches suivant les moments, suivant la période, le moment de la trajectoire. Hein, et quand l'étoile est très proche de sa composante, puisque c'est des étoiles elliptiques, donc par moment ça se rapproche, quand elle est très proche de sa composante, à ce moment-là, le trou noir attire, enfin évidemment, c'est très dangereux pour la matière qui passe aux alentours du trou noir, et le trou noir donc attire de la matière vers le compagnon trou noir, mais le trou noir mange la matière, mais ne le mange pas de façon très, très simple. Il y a des phénomènes autour du trou noir qui sont extrêmement violents, et à ce moment-là, c'est là que ça vous donne le rayon X, le rayonnement X. C'est très très énergétique les phénomènes qui se passent, et c'est là que ça vous donne du rayonnement X. Voilà. D'abord en spirale, les trucs plus ou moins en forme de disque, donc très accélérés, ionisés, atteint une température extrêmement haute de millions de degrés. Voilà. Et alors ils disent que ça pourrait être encore pire si le trou noir était en rotation, et en fait, dans Sinus X1, c'est pas en rotation. Et ce genre d'observation expliquer, évidemment, les processus physiques qui sont derrière sont extrêmement compliqués, bien entendu,
sont très difficiles, mais essayer d'expliquer comment on peut avoir un rayonnement X qui est comme ça, en plus qui est périodique, hein, et bien on ne l'explique que parce qu'on a donc un trou noir, et c'est le processus d'absorption de la matière de l'étoile par le trou noir qui donne, on verra, qui sera des phénomènes extrêmement violents, hein, et qui, à ce moment-là, donnera le rayonnement X. Vous voyez, la matière chauffe énormément. Donc si vous faites absorber par un trou noir, ça ne se passera pas en douceur. Hein. Là, voilà. Alors, les variations rapides de la source X, voilà. Alors, justement, on voit, la source n'est pas plus grande que le parcours effectué par la lumière en millisecondes, soit 300 km, donc on pense que c'est un objet très compact, ce qui est une confirmation de la présence d'un trou noir. Hein. On voit que ça peut être les variations très rapides, c'est forcément sur un objet petit, donc ça ne peut pas être une étoile à neutrons, parce que quand l'étoile qui a explosé et la fin de vie, quand elle est un petit peu moins massive, elle peut avoir une étoile à neutrons, ce qui est l'objet juste du point de vue densité, etc., et conditions de physique extrêmement étonnantes, et avant le trou noir. Voilà. Alors, voilà, l'étoile massive graviton tournante, donc c'est simplement pour dire que là, c'est à 7000 années-lumière. Hein. Voilà, à côté d'un trou noir. Bon. Ah oui, alors là, j'explique d'où provient le trou noir. Les étoiles Leslie-Weber, quand une étoile a fini la partie SAM, elle devient une étoile géante, il y a une faute d'orthographe, je suis désolé, faute de frappe, puis une nébuleuse planétaire, puis une naine blanche. Bon, une étoile qui est 50 fois plus massive que le Soleil éclatera en supernova, et le centre de l'étoile se contractera énormément et deviendra un trou noir. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est que donc l'étoile est une étoile simple, on ne sait pas. Si l'étoile est une étoile double, le trou noir pourra être détecté par les effets de l'autre étoile. Voilà. Alors voilà, et ça c'est un schéma général pour expliquer ce qui se passe suivant la masse de l'étoile quand l'étoile évolue. Hein. Et donc ici, quand vous avez les étoiles les plus massives, bon, et ça va très très vite, hein, là, ça va beaucoup plus vite pour là. Donc ça se termine en trou noir. Voilà. Après, la loi des supernovas, bon, ici ça peut se terminer par une supernova et une étoile à neutrons. Et puis après, bon, ici ça se terminera par une naine blanche, et voilà. Donc ça, c'est les étoiles les plus petites. Et puis, alors là, évidemment, là, ces étoiles-là, c'est les étoiles les plus petites, là, les naines rouges, ça dure très très longtemps. Hein. Ça dure très très longtemps, et il y a des étoiles qui sont vraiment très très anciennes, mais c'est uniquement dans cette catégorie-là. Hein. Celles-là vont très très vite. Bon, les gens qui ont déjà suivi mon cours le savent, mais c'est toute vérité bonne à redire. Voilà. Alors le schéma, c'est intéressant parce que ce schéma reprend, évidemment, toute l'histoire de toutes les étoiles, etc. Alors non, tout ça, c'est très 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 condensé, mais on peut en parler pendant des heures. Hein. Voilà. Alors, maintenant, on connaît plus d'une quinzaine de candidats trous noirs stellaires. Hein, voilà. Et c'est encore la plus connue, la plus célèbre, hein, première détectée. Il faut dire que si c'est la première détectée, c'est aussi que c'est la où elle est plus observée que les autres et qu'on en sait davantage. C'est généralement comme ça que ça se passe. Hein. Voilà. Donc, voilà, les masses des trous noirs, c'est de stellaires, entre 3,8 masses solaires et 16 masses solaires. Alors, c'était une étoile massive, mais bon, elle a explosé. Alors, juste ce que je te disais, c'est que là, donc tous les trous noirs stellaires sont des sources X identifiées à des étoiles binaires. Les trous noirs correspondant, ce que j'ai dit tout à l'heure, à des étoiles simples massives en fin de vie, ben, là on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir. Alors on s'est demandé, évidemment, on a essayé de faire des études pour savoir si ça pouvait être une cause de la matière sombre qui n'est toujours pas expliquée. Et alors, il y a eu des tas, mais ça fait déjà longtemps. Hein. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites justement pour voir s'il y avait des phénomènes de lentilles gravitationnelles ou de mirages gravitationnels. Alors, on a trouvé beaucoup de choses. On a trouvé, ça a aussi permis de détecter des planètes extrasolaires, cette méthode-là. On a trouvé donc beaucoup probablement d'objets. Mais enfin, ce qu'on peut voir, c'est simplement que
le rayon est déformé, hein. Le rayon est déformé, mais le rayon d'un objet qui passe derrière est déformé, au milieu, mais ça ne suffit pas. Les trous noirs, on n'a pas trouvé suffisamment d'objets compacts pour expliquer la matière sombre, hein, qui est très très importante. Voilà, alors ça je dis encore une conséquence importante de l'existence d'étoiles doubles, ça c'est pour rendre hommage à la commission des étoiles doubles de la SAF. Partout je leur fais toujours des exposés pour expliquer ce qu'on saurait, oh mon Dieu, comme on saurait peu de choses en astronomie si les étoiles doubles n'existaient pas. Non mais c'est vrai, c'est très étonnant, hein. C'est très étonnant parce que coup de chance, il y a des étoiles qui sont faites en groupe d'étoiles doubles, etc. Et si on n'avait pas ça, hein, eh ben, on connaîtrait même des choses comme la masse des étoiles, ça serait compliqué, enfin des tas de choses, ce serait beaucoup plus difficile. Et là, et en particulier, on n'aurait pas ça. Voilà. Bon, alors maintenant, bon là la galaxie, bon, trou noir supermassif autant de notre galaxie, alors là c'est quelque chose de complètement différent. Donc l'ensemble des étoiles qui nous entourent forment un gigantesque c'est la galaxie, voilà, la Voie lactée, bon, ça c'est très beau, elle a beaucoup servi cette image. Hein. Voilà, bon voilà, ça c'est. Alors ça c'est une image complètement. Ça doit être une seule image. Hein. Je pense que c'est une seule image, mais ça c'est évidemment une image forcément complètement composée avec des milliers d'observations avec des tas d'instruments. Hein. Alors c'est extraordinaire. Alors ici vous avez donc les galaxies, les nuages de Magellan, le grand nuage et les petits nuages, qu'on ne peut voir que de l'autre côté de la Terre. Voilà. Hein. Et là ce que vous avez, c'est pas, je répète, là c'est pas que vous n'avez rien. C'est que vous avez la matière absorbante et par conséquent vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a derrière. Hein. C'est pas. Eh bien, il y a quelque chose, c'est sûr, mais bon, c'est de l'autre côté, c'est la matière absorbante. Bon, alors il y a le noyau, le centre de la constellation de Sagittaire n'est visible que de l'hémisphère sud, c'est la raison. Non, il faut évidemment avoir des observatoires dans l'hémisphère sud, parce qu'il faut pouvoir observer la totalité du ciel, mais il se trouve que il y a deux choses extrêmement importantes qui sont visibles que de l'hémisphère sud, deux axes là, c'est donc le centre galactique. Alors, et puis les nuages de Magellan. Ce qui fait qu'en fait, dans le ciel du sud, quand vous avez ces choses-là, bah, évidemment, c'est encore beaucoup plus beau. C'est déjà très beau dans l'hémisphère nord, mais l'hémisphère sud, quand vous avez le centre galactique, il faut dire que c'est quand même encore beaucoup plus beau que dans l'hémisphère nord. Puis les nuages de Magellan, c'est beau aussi. Voilà. Bon, donc, le nuage, alors le noyau est obscurci par des nuages de matière absorbante et n'est pas visible directement. Alors, on a trouvé une source de rayonnement très intense dans le d'onde radio et rayon X qu'on appelle Sagittaire A, voilà. Bon, voilà, donc, alors c'est donc rayon X en radio, voilà, Sagittaire A, puisque le centre de la galaxie se trouve dans la constellation du Sagittaire. Voilà. Alors, et on a étudié aussi, forcément, on a étudié les mouvements des étoiles autour du centre, et on voit que les mouvements ne peuvent s'expliquer que par la présence d'un trou noir géant. Alors, les observations de Sagittaire A ont bien mis en évidence des sursauts lumineux en rayon X variant sur l'échelle de temps de 10 minutes. Bon, et ça, c'est très 10 minutes, c'est évidemment extrêmement bref. Hein, voilà. Et les phénomènes probablement émis par du gaz en rotation sur ces dernières orbites visibles autour du trou noir. Et on peut voir à ce moment-là, pour étudier les champs de gravité. Bon, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Voilà. Alors, ici, voilà par exemple le mouvement d'une étoile autour d'un trou noir, on a étudié le mouvement des étoiles près du centre galactique. Alors, donc, c'est beaucoup d'observations. Et là, on ne peut pas expliquer, voilà, donc là, ça c'est sur 10 ans, hein, vous voyez, et on ne peut pas expliquer un tel mouvement s'il n'y a pas une force, un champ de gravitation extrêmement intense. Voilà. Alors ici, voilà encore d'autres, alors là, il y a encore d'autres étoiles, là, c'est depuis 1995 à 2010, et là, sur ce schéma, on a rapporté toutes les, voilà, 15 ans d'observation dans l'infrarouge, alors ça c'est l'infrarouge, et on a représenté 7 étoiles pendant 15 années successives. Hein, et ça veut donc dire, alors voilà, donc là ça commence là, et puis voilà, ça s'arrête comme ça. Voilà. Bon,
Alors ça, évidemment, on a reporté sur ces photos, on a reporté les dessins, les positions des étoiles qu'on a étudiées et qui sont le plus près du centre galactique, et on voit que c'est généralisé. Les étoiles qui sont proches du centre galactique ont des vitesses extrêmement rapides, des trajectoires extrêmement rapides, et pour ces orbites, on ne voit pas, ça ne peut être qu'un trou noir, le centre de l'image. Et alors c'est très intéressant parce que de temps en temps on indique on a encore fait des observations qui prouvent vraiment qu'il y a un trou noir, et puis de toute façon on refait des observations parce qu'on veut en savoir le plus possible sur le trou noir, évidemment. Et alors quand on étudie aussi voilà, les autres galaxies, bon alors non, c'est un trou noir qui est évidemment beaucoup plus massif que celui qui résulte de l'explosion de la fin de vie d'une étoile, même si c'est une étoile massive. Ça c'est évidemment une toute autre dimension. Et alors évidemment, après ça compte dans comment la construction d'une galaxie et l'évolution d'une galaxie. Il faut pouvoir expliquer ça. Voilà. Alors, le trou noir est relativement léger, 4 millions de masses solaires. Alors, voilà. Alors, dit par rapport à d'autres galaxies, le trou noir, mais on se trouve plus proche de nous, 24 000 années-lumière, et on connaît davantage, évidemment, on peut observer avec beaucoup plus de précision. Voilà, c'est un schéma comme ça sur une galaxie. C'est beaucoup plus difficile sur une galaxie extérieure d'étudier les étoiles avec une telle précision. Surtout les étoiles pour les sondes galactiques. Mais là, évidemment, on ne peut pas le faire en visible. Donc c'est beaucoup de travail. Et ça, le Keck, c'est quelle taille le Keck? C'est 8 mètres. Hein. C'est 8 mètres, ou 10 mètres. 10 mètres, je pense à un télescope de 10 mètres. Pas de bêtises, mais je crois que c'est 10 mètres. C'est vraiment des très gros télescopes. Hein. C'est vraiment dire que c'est vraiment des observations qui sont longues et qui se font avec des instruments énormes. Hein, voilà. Bon, alors voilà des exemples, vous pourrez étudier en détail les trous noirs au sein de la galaxie. Voilà. Et alors en mesurant ici la vitesse de la matière qui tourne autour du trou noir, est-ce que là on trouve la galaxie active plusieurs millions de masses solaires, celui-là, M87. Voilà. Alors celui-là, voilà, combiné, alors ça c'est NGC, New General Catalogue, 1300, l'autre c'était Messier, catalogue Messier, la précédente. Voilà, ça c'est même 87, donc c'est Messier. Donc, voilà. NGC c'est New General Catalogue, NGC 1332, disent que, alors c'est évidemment il y a plusieurs ici des images en différentes longueurs d'onde, et là on a étudié, donc c'est la rotation ici. La rotation du disque, du centre. Voilà. Et alors à partir, avec cet effet avec le radiotélescope ALMA, vous savez, c'est un très grand radiotélescope et qui est monté, je ne sais pas si il est complètement monté actuellement, c'est vraiment quelque chose d'absolument énorme, très nouveau et très important, dans lequel il y a presque tous les pays du monde contribuent à ce radiotélescope. C'est vraiment un truc énorme, mais il est prévu encore plus grand. Hein. C'est fabuleux quand même, c'est vraiment extrêmement excitant. Voilà. Et on a maintenant une valeur extrêmement précise de la masse du trou noir qui est 600 masses solaires. Je suis désolé, là j'ai fait ça à toute vitesse tout à l'heure, il y a des fautes d'impression. Voilà. Alors, des fautes de je crois que je renverrai ça. Voilà, 600 masses solaires. Un gros trou noir, voilà. Ici, voilà, une puissante radio-source Centaurus A. Alors ça c'est l'image forcément. Ça c'est la signature. C'est la signature de... Voilà, mais généralement on peut aussi montrer des images qui sont combinées avec à la fois dans d'autres différentes longueurs d'onde, donc on ne voit pas les mêmes choses et on superpose sur la photo. Hein. Et voilà. Ça va, j'ai été trop vite, non? Non, parfait. Pardon? Parfait. Ah bon? Bon, est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que c'était trop simple? Vous avez tout compris? Oui? Vous avez tout compris? Pardon? Et l'évaporation des trous noirs? Ben oui, non, j'ai pensé trop tard à en parler, voilà, c'est pas bien. J'aurais dû en parler.